Mes chers amis, mes chers élèves, mes chers pilotes, bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous pour ce nouveau cours théorique, le deuxième, que j'ai essayé d'améliorer, qui sera un petit peu différent. L'aérologie, c'est toujours un peu moins sympa que la météo parce que c'est un peu plus facile et on a l'impression des fois que les choses sont plus accessibles. Pour autant, c'est souvent celle qui nous met par terre. Donc, c'est assez intéressant. L'aérologie est intéressante non seulement pour l'exploitation de la masse d'air, mais aussi pour les éventuels pièges qu'elle pourrait nous proposer. On va en voir quelques-uns. Donc, un truc qui est intéressant d'abord à se demander, à savoir, c'est qu'est-ce que l'aérologie? D'accord? On avait vu au dernier cours théorique qu'on avait une définition des différents phénomènes météorologiques. La météo, c'est vraiment la climatologie, c'est le monde entier. La météo, c'est notre région. L'aérologie, c'est notre site. La microaérologie, c'est un endroit sur notre site. D'accord? Donc là, on va voir ce qui se passe sur notre site. Qui dit aérologie dit turbulence. Forcément, la masse d'air, c'est jamais quelque chose de lisse. D'accord? On a tendance à penser que tôt le matin, tard le soir, on a tendance à penser on a des masses d'air qui sont relativement lisses, mais une masse d'air n'est jamais complètement lisse. C'est pas possible. Ne serait-ce que par la turbulence que vous apportez quand vous vous déplacez dans la masse d'air. Donc une atmosphère calme, ça n'existe pas. Et nous sommes toujours, nous, confrontés à la turbulence et de ce fait, confrontés à des moments transitoires. Le parapente, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est que des moments transitoires sur des axes de tangage, de roulis et quelquefois de lacets. Et donc, c'est la turbulence qui nous amène à ça. Et rien de plus intéressant en termes d'aérologie de comparer les mouvements de la masse d'air à celle de la masse d'eau. Ça, c'est très, très important. Si vous voulez vous faire, on peut voir physiquement l'aérologie quand on est sur un site, simplement en transposant l'air à l'eau. Il y a des endroits où il faut aller se mettre, d'autres, on verra ça après, des endroits où il ne faut pas aller se mettre. D'ailleurs, quand vous avez de la fumée, les turbulences sont beaucoup plus faciles à voir. D'accord? Donc, vous avez deux types de turbulences qui sont d'ordre dynamique, c'est-à-dire que c'est du vent qui souffle, ou alors c'est un endroit bien particulier qui vient créer un venturi, une aspiration et derrière un rouleau, ou c'est thermique. Thermique, c'est de l'air chaud qui part. Et l'air chaud, quand il part, l'air froid ne part pas, et au moment où, à l'endroit où ils se croisent, ça crée des turbulences. D'accord? Donc vous avez trois types de turbulences. Vous avez les remous, qui sont des turbulences d'obstacles, qui sont des turbulences, je dirais, bordéliques. C'est un endroit où les choses sont complètement désordonnées. Vous avez le rotor, vous avez ici le vent qui arrive, hop là, le venturi qui vient derrière, et le rotor, il va venir tourner comme ça. Vous avez un axe horizontal. Alors, pour ceux qui ont déjà décollé sous le vent, eh bien, c'est à cet endroit-là que vous avez des grands mouvements d'abasin, que vous voyez votre parapente qui plonge derrière et qui remonte et qui replonge. C'est la fameuse machine à laver dont on parle tous. Et ensuite, vous avez le rouleau qui est magnifiquement représenté, qui est avec un axe en général, pas en carton, mais imaginaire, et qui lui tourne. Donc ça, en général, vous avez un obstacle qui est comme ça, l'air passe sur le côté, l'air passe sur le côté, et le rouleau, il est comme ça, il est debout. Alors c'est difficile de parler, de turbulence sans la vivre, mais on peut déjà au moins commencer à la comprendre, et après, quand vous êtes dans le bois dur, de bien la comprendre. Et pas trop fort, mais bien la comprendre. Donc vous avez la turbulence d'obstacle dont je viens de vous parler au-dessus, qui est une turbulence qui naît de la rencontre avec un obstacle. C'est facile à comprendre. Donc c'est la turbulence dynamique, c'est pas la turbulence, c'est pas la turbulence thermique, évidemment. Elle arrive et elle ne peut pas passer à travers de l'obstacle, donc elle passe par-dessus ou par-dessous, à l'instar de ce que vous pouvez voir quand une rivière coule, vous avez un rocher qui sort de l'eau, et vous voyez bien où il faut vous placer, vous voyez bien que devant, c'est lisse, l'eau se sépare, et derrière, vous avez plein de petits tourbillons. Vous avez deux positions lorsque vous avez un obstacle comme celui-là, qui est une montagne isolée, d'accord? Là, quand vous êtes ici, vous êtes au vent, en général, c'est là où vous allez voler, et là, vous êtes sous le vent. La différence est importante parce que quand vous êtes en l'air, que vous êtes au vent, tout va bien. Lorsque vous êtes sous le vent de quelque chose, en général, vous êtes en danger. Donc ça, on est dans le piège aérologique, carrément. Alors que quand je dis que vous êtes au vent de la montagne ou sous le vent de la montagne, c'est juste un positionnement et ça permet juste de savoir d'où vient le vent. D'accord?
C'est intéressant parce que, regardez, on verra ça sur d'autres schémas juste après. Vous avez le vent qui vient par là et qui va venir passer au-dessus de la montagne. D'accord? On considère que l'atmosphère est perturbée à environ un tiers de la hauteur de la montagne, au-dessus de la montagne. Si la montagne faisait 1000 mètres, eh bien, on aurait 330 mètres de perturbé. D'accord? Et là, ce n'est pas marqué sur ce schéma, mais vous avez en général des perturbations entre 7 et 10 fois sur une distance qui est égale à 7 ou 10 fois la hauteur de l'obstacle. Ça dépend de la forme, plus souvent de la forme de l'obstacle et de la force du vent, bien évidemment. D'accord? En termes de stratégie de vol, parce qu'on va en parler, hein, il y aura le fil rouge, c'est quand même la stratégie de vol. Évidemment, étudier l'aérologie et notamment la perturbation ou la turbulence n'a d'intérêt que si on peut le transposer à une situation réelle. On parle d'une autre turbulence d'obstacle derrière qui est ce qu'on appelle la traînée. La traînée, c'est une turbulence de sillage. C'est ce que vous allez laisser derrière votre parapente quand vous allez voler. Évidemment, tous ceux qui ont volé en dynamique savent ce que c'est qu'une traînée. Vous êtes sous le parapente, ça fait bam bam. Parce qu'en général, vous la prenez de manière dissymétrique. C'est le sillage d'air qui est derrière le parapente, à l'instar de celui que vous avez au cul d'un bateau. Quand vous avez un bateau qui part, vous avez le sillage derrière. C'est exactement la même chose. Plus vous êtes prêt, plus ça va être fort. Et à la fin, ça va être de moins en moins fort. Voilà. Et évidemment, plus l'aéronef est grand et plus il est déformé, un biplace, une traînée de biplace ne sera pas la même qu'une traînée de voile normale. Mais bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez vécu. D'accord? Après la turbulence d'obstacle, ça passe. Vous avez la turbulence de cisaillement. Donc la turbulence de cisaillement, c'est la fermeture sur le thermique. Vous êtes là, bam, bam, vous prenez une demi-voile parce que vous avez rencontré deux vents ou deux brises qui vont dans un sens différent. Alors ce qui est intéressant et ce qui arrive de temps en temps ici, et ce qui doit tous vous amener à beaucoup d'attention et à beaucoup de prudence, parce que nous avons vécu malheureusement un événement comme celui-là, c'est celui-là. Vous voyez ce qui est ici, là? C'est l'opposition du vent de vallée et du vent météo. Techniquement, vous êtes sur la Sainte-Victoire ou vous êtes à Cuges-les-Pins et vous volez en brise ici, d'accord? Vous avez un air froid qui arrive, qui est réchauffé par le relief et ça monte tranquillement. Donc vous volez ici, la chaleur vous permet de monter et si vous montez un peu trop haut, eh bien vous venez taper dans la couche, dans le nord, qui peut être à 600, 800, 1000, 2000 ou 2500 mètres au-dessus. Et là, vous avez un cisaillement, d'accord? En général, il ne faut pas y rester. S'il est vraiment violent, vous pouvez vraiment vous faire branler. Ce qu'il faut, c'est en sortir et venir voler sous la couche qui est plus calme en dessous, votre couche d'évolution normale, d'accord? Ça, c'est le cisaillement horizontal. Le cisaillement vertical, c'est le cisaillement que vous avez en général sur les entrées ou sorties thermiques. Donc là, vous avez un thermique qui est ici. En général, les cisaillements, eh bien là, vous pouvez en avoir. Ça dépend du gradient finalement. Donc, quand vous avez une masse d'air qui monte ici forte, ben, si vous vous trouvez à la limite, eh bien, vous pouvez fermer une demi-voile, voilà, par exemple. Voilà. Ou c'est pour ça qu'on dit que quand vous pilotez un parapente, en général, quand vous êtes en thermique, l'intérieur est bien chargé, vous avez du frein à l'intérieur. L'extérieur, en cisaillement, peut venir. Quand ça vient flapper à l'extérieur, c'est des fois des petits cisaillements quand vous êtes en limite de thermique. Voilà. Ça, c'est la turbulence de cisaillement. On va maintenant, si vous le voulez bien, passer au gradient de vent. Voilà. Déjà, sur la définition du gradient de vent, on va dire le gradient. Le gradient, c'est quoi? C'est une différence. Voilà. Si chez moi j'ai 20 degrés et que dehors j'ai 10 degrés, j'ai un gradient de 10 degrés. C'est un delta, c'est la différence qu'il y a entre un endroit et un autre endroit. Là, c'est de vent, évidemment. Le gradient de vent est un taux de variation qui est fonction de la distance entre une certaine altitude et une autre altitude. En gros, évidemment, bon, c'est marqué, vous avez le petit schéma qui est ici en dessous. En gros, vous n'avez jamais et vous n'aurez jamais entre le sol et une certaine altitude le même vent. C'est très très rare, c'est extrêmement rare. Alors, vous avez deux aspects sur l'étude du gradient de vent. Vous avez le premier aspect, c'est l'aspect d'aérologie qu'on va voir maintenant. Et ensuite, vous avez un autre aspect qui est un aspect météorologique. À savoir que lorsque vous faites une prévision météo, si vous avez la bonne idée, il faut le faire tout le temps,
d'aller chercher le vent aux différentes altitudes, il faut le faire tout le temps hein, sur les cartes ellipsoïdes, eh bien vous allez voir que plus vous montez, plus le vent est fort. Quand vous avez un vent qui vient frotter sur un autre vent, il l'entraîne. C'est un effet de viscosité, c'est l'effet de couche, ça amène l'autre vent. Donc si vous avez du vent fort en altitude, vous en aurez en bas, mais vous en aurez forcément moins en bas parce que le vent qui est en bas est freiné, il est ralenti par son contact avec le sol et les différentes couches de vent qui sont au-dessus les unes des autres. D'accord ? Vous avez de l'herbe ou du blé qui bloque le vent qui est à l'intérieur. Ce vent, il est bloqué. Donc, le vent qui est au-dessus, il est ralenti par ce vent qui est bloqué. Et le vent qui est au-dessus, il est encore ralenti par le vent qui est bloqué, par le vent qui est dans le blé. Il peut arriver qu'au ras du sol, on ait 0 km/h de vent et qu'à 40 ou 50 mètres au-dessus, on ait 10 ou 15 km/h de vent si le gradient est fort. Lorsque vous avez du vent ou de la brise, vous avez obligatoirement du gradient. Donc, venir dire aujourd'hui, putain, aujourd'hui, il y avait du gradient. S'il y avait du gradient aujourd'hui, c'est qu'il y avait du vent. Les deux éléments qui peuvent venir faire varier la violence ou l'intensité d'un gradient, c'est l'humidité de la masse d'air et sa température. Donc, c'est sa densité, en gros. D'accord ? Plus c'est dense, plus ça frotte. Voilà. Alors, regardez sur ce schéma, vous volez. En face de vous, vous avez du vent. D'accord ? Le vent, c'est la vitesse. Et la vitesse, c'est la sécurité. Donc le vent, là, il est présent, mais vous avez une vitesse R face à vous qui vous permet de faire voler votre parapente. Enfin, parapente, ça vole à 35 km/h à peu près. D'accord ? Donc vous volez. Là, vous volez normalement, vous avez une position de main qui est toujours la même, et vous commencez à descendre un petit peu dans la masse d'air, et plus vous descendez, à cause du gradient de vent, moins il y a de l'air. D'accord ? Moins il y a de l'air. D'accord ? Donc votre voile, elle va vouloir s'enfoncer. Parce qu'il n'y a plus suffisamment d'air pour qu'elle vole. Donc, vous allez arriver comme ça, et tout d'un coup, vous allez voir l'horizon monter, et vous allez descendre vite. D'accord ? Quand on descend un peu vite, comme ça, le réflexe naturel pour les jeunes pilotes est un peu stupide, c'est de venir mettre du frein. Alors, je vous l'expliquerai la semaine prochaine de manière vectorielle, mais ça sera super facile à comprendre. Mais si vous n'avez pas assez de vitesse, que le parapente tombe, si vous rajoutez du frein, bam, vous basculez en arrière, vous décrochez. Donc tout de suite, il faut relever la main et laisser voler. Même si on est à 5 mètres du sol, il faut relever les mains, il faut laisser voler. Un parapente qui décroche à 5 ou 3 mètres du sol, si vous avez un minimum de vitesse initiale, ça part en bascule et boum, et vous allez taper plat d'eau. Hein. Alors ce qui est encore plus terrible, c'est si vous avez un objectif. Si vous voulez absolument poser là, que vous voyez que le parapente s'enfonce, d'accord, mais que vous allez quand même un peu dépasser, que vous raccrochez, bam. Non, un parapente, il faut que c'est un minimum de vitesse. Et quand vous êtes à l'atterrissage, pour lutter justement contre le gradient de vent, vous devez toujours avoir une réserve, une marge de vitesse. Donc voilà, ça c'est super important. Le gradient de vent, attention, s'il existe au sol, il existe aussi au décollage. Le gradient de vent au décollage, veut dire que si vous êtes au décollage, que vous avez 25 km/h de vent, ça veut dire qu'au-dessus, et très très peu au-dessus, vous en avez forcément beaucoup plus. Pour minimiser les effets du gradient de vent et éviter d'aller s'écraser comme une merde, il faut éviter la proximité immédiate du relief. Alors, regardez bien. Vous êtes en parapente, d'accord ? Attention aux pilotes confirmés. Les pilotes confirmés, écoutez bien ce que je vous dis. Là. Vous avez un relief qui est comme ça, d'accord ? Vous volez en parapente, comme ça. Si vous êtes très très près du relief, si vous léchez le caillou, vous avez du gradient de vent. Donc, si vous avez du gradient de vent et que vous crabez bien fort, eh bien, le vent qui est au relief, à 2 ou 3 mètres du relief, sera moins fort que celui que vous avez sur l'aile extérieure. D'accord ? Vous avez 5 ou 6 mètres d'envergure. D'accord ? Et dans certains cas, au relief, vous avez le gradient au relief comme ça. Si vous crabez comme ça, vous pouvez avoir l'aile intérieure qui décroche. Gardez de la réserve de vitesse, relevez les mains. Ça, c'est vraiment de la consigne de pilotage liée à l'analyse de l'aérologie. On va aussi parler de l'ascendance de pente. Donc là-dessus, vous allez voir hein, que j'ai quand même aussi
on en parle parce que l'ascendance de pente, c'est un vol qu'on appelle également le vol dynamique et qui permet de voler grâce à l'aérologie et pas à la météorologie. C'est de l'aérologie, voilà, dynamique. D'accord. Donc, le vol dynamique, vous avez un relief, vous avez du vent ou de la brise qui vient taper sur le relief et ce vent ne peut pas traverser le relief, donc il vient remonter le long de la pente. Et vous êtes avec votre parapente et vous venez remonter le long de cette pente. Donc il faut du vent, il faut du relief. Sur l'aspect sécurité du vol, quel est le danger du vol en dynamique? C'est de faire une mauvaise analyse sur place et de se faire reculer derrière le relief. Ça, c'est l'ascendance de pente. Maintenant, ce dont moi je voulais vous parler en termes d'aérologie, on va passer plus sur l'exploitation, la stratégie de vol, plutôt que sur l'accidentologie, c'est le rendement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, le rendement d'une ascendance dynamique, et c'est la composante ascendante du vent qui la génère sur la vitesse totale du vent. Un truc qui est vachement important, c'est l'allongement de la pente. Alors vous allez voir, derrière, vous avez des petits schémas qui vont vous le montrer, c'est que le vent, il cherche toujours qu'une chose, c'est à fuir. Les gars du Nord, eh ben, ils ne volent pas sur le terril, en tout cas pas quand les terrils sont ronds, parce que vous voyez ici que lorsque vous avez un terril, comme ça je dis un terril, une montagne comme ça, le rendement est proche de zéro et que vous n'avez pas d'air qui passe par-dessus, l'air ne pense qu'à s'échapper par la droite et par la gauche. Là, vous avez derrière la deuxième petite pente, une pentounette, d'accord? Vous avez quand même une possibilité pour que le vent s'échappe sur le côté, mais vous arrivez quand même à tenir. Et à droite, vous avez une pente qui est très très bien. La différence, c'était surtout les arrondis. Hein, c'était sur les arrondis. Important en vol dynamique, c'est le vent de travers, d'accord? Et ça, c'est ce que peu de gens savent, c'est que lorsque vous avez une pente à 95 degrés, comme il est marqué là, le rendement est de moitié pour 35% de déviation. Et je pense que là, c'est une pente bien lisse. En gros, ils sont en train de vous dire que lorsque vous avez le vent de face, que vous voulez faire un vol dynamique sur votre pente habituelle ou sur une pente que vous venez de découvrir, si vous avez le vent de face, vous avez 100% de rentabilité. Et que si vous avez 35 degrés de déviation, vous perdez 50% de la rentabilité. Et sur une pente à 25 degrés, il faut 60 degrés pour que le rendement soit de moitié. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur le vol dynamique. Donc, sur le dynamique, ça c'est aussi très intéressant. Regardez les zones d'évolution. Et ça vient, on est obligé de rappeler tout le temps aux gens qui volent en dynamique l'endroit où il faut se placer. On passe notre temps à vous replacer. D'accord? Alors, vous avez différentes zones de différentes couleurs. Vous avez ici les zones vertes. Vert, c'est bien. Rouge, c'est pas bien. C'est un peu le principe de ce schéma. Vous avez des zones dangereuses ou en turbulence intense. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sous le vent. Vous avez le vent qui arrive ici, qui accélère ici parce qu'il est comprimé par le relief. Et comme il accélère, hop, par effet Venturi, il revient derrière. Et là, c'est le bordel, c'est la machine à laver. Évidemment qu'il ne faut pas aller là, mon Dieu. Et ici, la zone que vous avez ici, qui est montrée un peu turbulente, en général, ces zones-là, moi, je les considère plutôt des zones plutôt mortes en termes d'aérologie que super turbulentes. En général, à ces endroits, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, le vent arrive ici, il se comprime complètement là, et là, il passe carrément dessus. Ça peut être un poil turbulent, mais en général, il n'y a rien. Donc, en dynamique, vous devez voler ici, dans toute cette zone-là. Regardez bien, parce qu'il y a un deuxième schéma encore derrière, qui est encore plus intéressant. Vous volez devant. Et je vous jure que, regardez, la pointe vient jusque-là, ça marche aussi jusque-là, hein, vous allez le voir après. Alors qu'ici, cette zone-là, c'est une zone d'accélération, où vous avez un risque, dans ce triangle violet, de vous faire reculer. D'accord? La zone qui est propice au vol libre et dans laquelle vous allez trouver les meilleures ascendantes, c'est ici. Donc voilà. Et la bulle dynamique, comme vous la voyez, eh bien regardez, elle est là. Voilà. Donc lorsque vous avez sur un relief comme celui-là, un vent de 30 km à l'heure, vous avez la zone qui est au vent, donc celle-là elle est verte, derrière elle est rouge. Là, vous voyez à peu près la zone dynamique. Alors autant surprenant que ça puisse paraître, eh bien, la zone dynamique, elle s'écarte petit à petit du relief. La zone dynamique, ce n'est pas ici, c'est vraiment dans ce sens-là. Là, vous voyez, évidemment, là, ça va monter fort, et plus vous vous éloignez, moins ça va monter jusqu'au moment où ça ne devrait plus monter. Le tout, c'est d'avoir toujours un vent ici qui vous permette d'avancer.
D'accord? Souvenez-vous toujours de ça, c'est qu'en vol dynamique, la zone de meilleure ascendante est toujours située au vent, en avant du relief. Si vous arrivez par là, là, vous avez deux solutions. La première solution, c'est il faut prier très très fort. Et la deuxième, c'est évidemment prendre la fuite. Il faut partir vent de cul et s'éloigner le plus vite possible du relief. Pour deux raisons. Le relief, c'est dur. Plus vous vous éloignez du relief, plus vous allez ici vous éloigner des turbulences, d'accord, de ces turbulences qui sont ici. Et troisièmement, plus vous vous éloignez du relief, plus vous aurez du gaz pour éventuellement faire secours. Voilà. Donc, on va passer maintenant à un autre chapitre qui est le déclenchement thermique. Alors, un thermique, c'est de l'air chaud qui monte. Une colonne thermique, c'est une colonne d'air chaud qui monte. Une bulle thermique, c'est une bulle d'air chaud qui monte. D'accord? En général, la journée commence par des bulles, et après, il y en a tellement que ça finit par faire une colonne. La colonne thermique, vous savez comment elle est née. Le soleil qui chauffe la Terre par rayonnement. La Terre chauffe l'air qui est à son contact par conduction. Et une fois qu'on a une différence de température suffisamment forte, d'accord, eh bien, par un élément extérieur, que ce soit le passage d'une voiture, un oiseau, un papillon, quelqu'un qui passe, mais vous avez donc le thermique qui est déclenché et la masse d'air qui se décolle. Voilà. Après, ça va se décoller de plus en plus rapidement et après, ça va faire une colonne thermique. Il faut donc un bon ensoleillement, évidemment, une bonne source thermique, c'est-à-dire un sol de couleur relativement clair. Tout ce qui est noir ne marche pas. Si vous êtes sur la plage, que vous marchez sur du sable blanc, c'est un peu chaud. Si vous marchez du sable noir, c'est très chaud. Donc, plus un sol est noir, plus il a tendance à garder la chaleur, plus il est blanc, plus il rend la chaleur qu'il reçoit. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux aller au-dessus de taches claires. D'accord. Et il nous faut aussi du vent faible pour permettre à la circulation d'air de trouver un régime de croisière toute seule. C'est-à-dire que le thermique s'installe, puis finalement, ça devient une colonne thermique. Et puis surtout, pour ne pas avoir des thermiques complètement couchés comme ça, quoi. Donc voilà, les éléments nécessaires au thermique, c'est vraiment ces trois éléments-là. Donc là, vous avez ici un thermique qui monte sans vent, d'accord, et un thermique ici qui est dévié par le vent. Ça, c'est vraiment de l'aérologie. Le thermique qui est poussé par le vent, c'est vraiment de l'aérologie. Et ça permet de pouvoir faire un peu de stratégie de vol. À savoir que si je suis ici et que je suis face au vent, d'accord, je vais vouloir aller dans le thermique pour monter là au nuage, d'accord. Mais si je viens me placer sous le nuage, vous comprenez aisément avec ce dessin que ça ne fonctionne pas puisqu'on n'est pas dans le thermique, on est juste sous le nuage, mais que l'emplacement du nuage est décalé par rapport au lieu de naissance du thermique par la brise. Un thermique, c'est une colonne d'air chaud qui a une densité différente de l'air qui l'entoure. Donc, c'est un objet. Et comme tout objet, il se déplace avec le vent. Donc, si je suis là, ici, il va falloir que je vienne jusque-là pour raccrocher le thermique et ensuite monter jusqu'au nuage. Donc, je viens me mettre au vent du nuage pour pouvoir profiter de l'ascendance thermique et monter dedans. Si vraiment j'ai un gradient de température forte entre le thermique et l'air extérieur, la différence est telle, c'est que quand je me mets ici, là, d'accord, il faut bien tenir sa voile. Parce que rentrer dans un thermique, sous le vent du thermique, ça peut des fois être un peu turbulent. Comme la sortie d'ailleurs, hein, venir se placer sous le vent du thermique ici, ça sera toujours plus compliqué que par ici, parce que le vent que vous voyez, il vient là. Et quand il vient là, eh ben, ça c'est comme un obstacle. Le vent vient tourner autour et il y a des tourbillons derrière. D'accord. Si vous arrivez par là, si votre voile c'est de la merde, que là ça monte vraiment fort, eh bien vous pouvez aussi avoir un effet bagnard, c'est-à-dire que vous êtes là devant et vous allez taper dans le thermique, vous n'allez pas réussir à rentrer dedans et vous allez gentiment descendre le long du thermique. Donc voilà la recherche du thermique avec du vent ou sans vent à gauche. Voilà. Alors, je reviens pour les jeunes pilotes. Je pense que lorsqu'on est en l'air, on doit avoir en général entre 10 et 15 observables qui puissent nous permettre de savoir où se trouvent les thermiques. Je vous donne plusieurs idées. Le premier, c'est bien évidemment l'exposition des faces. Il y a peu de thermiques à l'ombre, il y en a plutôt au soleil. C'est les oiseaux qui montent dedans, c'est les autres parapentes qui montent dedans. Donc, en général, la stratégie de vol, c'est quand même d'aller là où ça monte. On ne voit jamais mieux un thermique que quand il y a quelqu'un qui monte dedans. C'est la végétation qui va bouger au pied du thermique. C'est
l'habitude, la pompe à couillon et les endroits où ça monte tout le temps. Voilà. Voilà. Donc, regardez, là, pour la voir, ben, voilà, face sud, en été, les surfaces claires ou les surfaces, même si elle est moins claire, au moins des surfaces à contraste. Voilà, une bonne transmission à l'air et non interne, des rochers, de la terre sèche, quelque chose qui ne garde pas. Donc, quand vous voyez une route au milieu des prés, évidemment, là, on est sur du contraste, non plus sur de la couleur, hein, et sur de la matière, surtout. Voilà pour les sources thermiques. Voilà. On est parti sur la stabilité et l'instabilité. D'accord? Alors, la stabilité et l'instabilité d'une bulle d'air, c'est la faculté qu'elle va avoir lorsqu'elle va monter en altitude de retrouver la même température de l'air qu'il y a autour d'elle. En gros, je vous explique. Il y a deux principes super importants. C'est le principe du gradient adiabatique. Pourquoi est-ce qu'un thermique, ça monte? Eh bien, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid, simplement. Ça fait d'accord. D'accord. Mais quand de l'air chaud monte, il est soumis au gradient adiabatique. Ça monte. Quand de l'air monte, il se détend. Il se détend parce que plus il monte, moins il est soumis à la pression atmosphérique, évidemment. Hein. Plus tu montes, moins il y a de pression. Donc il se détend. Quand il se détend, il se refroidit. C'est la détente adiabatique. Un gaz, lorsque le comprime, il s'échauffe. Lorsqu'on le détend, il se refroidit. Et cet air chaud monte, il se détend, il se refroidit. Dedans, on a de la vapeur d'eau qui est de l'eau sous forme gazeuse. Eh bien, à un moment donné, cette vapeur d'eau, elle va condenser et devenir un nuage. Donc, on va passer du gaz à l'eau. D'accord? C'est le phénomène de condensation. Le gradient adiabatique dit que une molécule qui monte, quand c'est dans le sec, dans le bleu, elle perd 1 degré tous les 100 mètres. Et lorsqu'on passe dans le mouillé, dans le nuage, on perd 0,65 degrés tous les 100 mètres. D'accord? Une fois que la bulle d'air est détachée du sol, elle va continuer de monter tant, évidemment, que sa différence de température avec la masse d'air environnante sera positive. Si vous avez une bulle d'air qui est à 25 degrés dans de l'eau, dans de l'air à 15 degrés autour, elle sera toujours plus légère et elle va continuer à monter. D'accord? Et tant que la température de l'air contenu dans la bulle ou la colonne thermique sera supérieure à la température de l'atmosphère à la même altitude, eh bien, ça va monter. Elle montera, suivant le paramètre suivant, sa vitesse ascensionnelle sera proportionnelle à la différence de température avec l'air environnant. C'est-à-dire que plus la différence sera élevée, plus la vitesse verticale de la bulle sera forte. S'il y a du vent, la bulle suivra le vent dans son parcours et la colonne sera déviée ou non, suivant son volume et sa force. Et dans tous les cas, en montant, l'air contenu dans le thermique subira le gradient de température, le gradient adiabatique sec dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou humide. D'accord? Donc, plus vous avez une différence de température forte entre le bas et le haut, eh bien, vous allez avoir de l'instabilité. Le premier cas, c'est l'instabilité absolue. La stabilité absolue va faire monter la masse d'air jusqu'à la tropopause, jusqu'en haut. Tant que vous avez la différence de température entre la bulle d'air qui monte et l'environnement qui l'entoure, ça continuera à monter. On dira que l'atmosphère est très très instable. Ça va favoriser les échanges d'air entre la base et le sommet, puisque cette masse d'air qui monte, cette bulle d'air, elle n'est pas toute seule. Vous avez plein de bulles d'air autour. Et ça fait monter partout de l'air chaud et humide. On est sur une instabilité absolue qui vous amènera forcément à un cumulonimbus et un orage. On est sur de l'orage pur. Vous avez de l'air chaud qui monte et il monte là. Là, vous avez un gradient de température azomètre de 2 degrés. D'accord? Et vous montez et vous gardez ce gradient de cette différence tout le long. Vous n'arrivez pas à récupérer cette différence de température et ça va monter de plus en plus fort, de plus en plus haut, ça va monter jusqu'en haut. Et ça c'est un phénomène qui aspire, qui amène tout vers le haut. C'est quelque chose qui amène tout vers le haut. Là, on est carrément dans des nuages d'orage, dans du cumulonimbus. Vous avez le deuxième cas qui est la stabilité absolue. C'est-à-dire que vous avez la masse d'air qui monte avec un gradient de température entre la masse d'air qui l'environne et celle de la bulle qui monte relativement faible. Vous avez la bulle qui monte, vous avez la température
de la masse d'air qui est autour de nous, qui correspond à peu près au gradient adiabatique sec, et ce qui veut dire que ça va s'arrêter relativement rapidement. On a une couche de blocage, ça ne peut pas monter plus haut, et vous avez une espèce d'isothermie où la température de l'air ambiant n'évolue pas ou peu, et la masse d'air qui monte très rapidement, elle s'arrête. Et la deuxième cas de stabilité absolue, c'est lorsque vous avez une couche d'inversion, vous montez, et tout d'un coup, l'air monte, et tout d'un coup, l'air arrive sur un air qui est plus chaud que lui. Donc, pop, ça s'arrête. C'est la couche d'inversion. Vous avez derrière la stabilité sélective ou conditionnelle, les gens disent de manière différente. C'est ce que je vous parlais à l'instant, c'est que vous avez une couche de blocage où on arrive à un équilibre de température, mais vous avez des thermiques qui sont partis fort près du sol, avec un gradient de température qui était fort près du sol. Les thermiques sont partis forts, et les plus puissants qui sont partis du sol ont assez de force pour péter, déboucher, enfin, pour péter le plafond et passer au-dessus. Là, en général, ça se fait sur la stabilité sélective, ça se fait dans le bleu, c'est le thermique bleu. Vous avez une couche d'inversion, vous avez le thermique qui passe à travers, et vous montez dedans. D'accord ? C'est des situations qui sont en général super intéressantes, super jouissives. Et ensuite, vous avez la naissance de la formation nuageuse, car l'air, au bout d'un moment ou un autre, sur de l'instabilité normale, on va dire, arrive à son niveau de condensation. Le thermique s'arrête, d'accord ? Les gouttelettes se forment parce que vous avez l'apparition du nuage. Alors, j'ai un truc qu'il faut que je vous explique. Provoquant un dégagement de chaleur par condensation, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. C'est-à-dire que le changement d'état de vapeur d'eau en eau, c'est un changement d'état, comme vous avez la congélation, l'évaporation, la sublimation. Ça provoque un dégagement de chaleur, d'accord ? C'est ce qu'on appelle un changement d'état exothermique, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas de l'énergie, il rend de l'énergie, d'accord ? Donc il fait de la chaleur. Donc quand on monte tous les 100 mètres, on ne perd plus 1 degré. Grâce à cette chaleur latente, on perd 0,65 degrés. Pour le coup, la bulle thermique va passer du gradient adiabatique sec, c'est-à-dire 1 degré tous les 100 mètres, au gradient d'air humide, on verra en moyenne 0,65, d'accord ? Donc, vous allez avoir le plaf qui va s'arrêter au sommet du nuage. Ça sera la couche de blocage. Sinon, ça ne s'arrêterait pas. Et ça monterait jusqu'à la tropopause. On serait dans le cas d'une instabilité absolue. L'instabilité, il nous en faut toujours un petit peu, mais pas trop. Quand il y en a trop, eh bien, ça va à l'orage. Et les forces en présence sont tellement fortes qu'on ne peut pas voler. On se fait aspirer, il pleut, on se fait pousser. L'instabilité absolue, c'est le bordel parce qu'il n'y a rien qui monte, ça ne fait que descendre. L'instabilité sélective, il faut bien la trouver de telle sorte à avoir le thermique qui vous fasse passer la couche d'inversion. Voilà. Je vais conclure ici par un peu de démonstration, peut-être un peu de vidéo sur nos pièges aérologiques qu'on peut rapporter facilement aux situations qu'on vit ici. Les pièges aérologiques les plus fréquents, mis à part ceux dont on a parlé et qui sont susceptibles de nous faire le plus de mal, c'est le thermique sous le vent. Alors, je vous explique le principe du thermique sous le vent. Vous avez ici une montagne, une collinette, une montagnette, ce que vous voulez, avec un soleil qu'on pourrait passer ici ou qu'on pourrait aussi placer ici. D'accord ? Donc là, vous avez les rayons du soleil qui viennent taper le relief ici, avec le vent qui arrive et qui passe par-dessus. D'accord ? Le fait que le vent il passe par-dessus, eh bien, ça fait qu'ici, vous n'avez quasiment pas de vent qui bouge, et le soleil tape. Le RS, c'est les rayons du soleil. Les rayons du soleil viennent taper ici, le long du relief, et chauffent le sol. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe longtemps. Et ça chauffe tellement longtemps qu'au bout d'un moment, non plus par un élément extérieur, mais par une différence de température, un gradient de température entre l'air ambiant et la masse d'air qui est là, ça va partir et bim, le thermique va partir sous le vent. Il va se déclencher comme ça. D'accord ? Ce sont des thermiques en général qui sont assez violents, d'accord ? Et qui permettent de s'arracher de situations où on irait se poser autant. N'allez jamais chercher un thermique sous le vent, ne le faites pas, sauf si vous avez un niveau de compétiteur international.
La deuxième chose à laquelle on peut être confronté chez nous, c'est quelque chose qui s'appelle le Dust Devil. Un Dust Devil, c'est un piège aérologique qu'on peut facilement trouver dans nos régions et qui naît d'un déclenchement de thermique violent. D'accord? Vous avez un déclenchement de thermique violent. Ça suppose 3 états de la masse d'air qui sont les suivants. Ça arrive forcément lorsque vous êtes en situation anticyclonique. Lorsque vous êtes en situation anticyclonique, la brise a du mal à se déclencher. Les thermiques ont du mal à décoller. Une atmosphère qui est énorme et qui vient écraser la masse d'air qui est au sol. Vous avez également une deuxième condition qui est sine qua non, c'est un gradient de température fort entre le sol et l'air. Vous avez un air frais et vous avez le soleil qui tape avec une très bonne nébulosité. Donc ça chauffe un max le sol, mais pas l'air qui est autour, évidemment, parce que le soleil ne chauffe pas l'air. Et la troisième chose, il faut que l'air soit un peu instable. Et tout d'un coup, POUM, ça va partir. Tout d'un coup, vous allez avoir un départ de thermique qui va monter en tournant. Le tourbillon que vous voyez là, ça monte très très fort. C'est important le Dust Devil parce que lorsque vous êtes au décollage et que vous avez des conditions à Dust Devil, il ne faut pas vous attacher dans la sellette. Vous allez le voir de suite, hein, ça va partir et ça va partir super fort et vous n'allez pas pouvoir résister. Donc il ne faut absolument pas être attaché dans la sellette. On peut décoller, mais dès que vous sentez que les conditions s'arrêtent, que tout d'un coup, vous n'entendez plus rien, il n'y a plus d'air, on est en général voilà, avec un gradient de température fort, il y a une chance pour qu'il y ait un Dust Devil qui part. D'accord, donc je vais vous montrer cette vidéo. Je vous rassure, évidemment, je ne vous montrerai jamais une vidéo où les choses tournent mal, même si là, ça tourne bien, mais c'est dû, je pense, au miracle. Alors, regardez bien. La deuxième vidéo est moins parlante, mais plus pédagogique. Donc là, vous avez un Dust Devil qui s'est déclenché sur un décollage, certainement tôt le matin. Vous voyez que même la moquette part avec l'eau du bébé. Donc, vous voyez que le mec, il se fait arracher. Et là, on part dans un mouvement tourbillon. Tac, et ça tourne. Bim, il n'y a plus aucun pilote, il n'y a plus de contrôle. Il fait que tourner sur lui-même. Le dust est visible, hein, parce qu'il amène tout le bordel. Et vous avez le pilote qui monte dans le ciel et tout se passe absolument bien. Donc, ce qu'il faut regarder dans ce cas-là, si jamais ça vous arrive, parce que c'est à ça que sert ce genre de vidéo. Là, vous avez quelqu'un qui prend la voile dans les bras. Moi, ce que je vous conseille à tout le monde, si jamais ça arrive, vous vous jetez à plat ventre sur votre voile. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui est beaucoup plus parlante et qu'on va disséquer en termes de Dust Devil. Donc, attention, les Dust Devil, on ne fait pas de la sensation, on vient juste voir comment ça se passe. Et je vous dis, la meilleure façon de lutter contre un Dust Devil, c'est d'arriver à identifier les situations dans lesquelles ça peut arriver, mais également venir réagir normalement quand ça arrive. Donc là, vous avez une vidéo, c'est, je pense, dans un pays des Alpes du Nord, un peu vers l'Est, vous avez des parapentes qui sont posés au sol et des gens qui se préparent à décoller. Et quand on fait défiler les vidéos, il n'y a absolument rien qui bouge. Vous voyez, là, vous avez des gens qui se préparent. Tranquillement, hop, vous avez des voiles qui commencent à bouger sur la gauche, là, vous voyez, alors que la masse d'air est complètement lisse. Et regardez, là, vous avez des gens qui sont au décollage prêts à... Là, vous avez le dust qui commence à partir, vous voyez. Vous avez les gens qui sont là. Vous avez cette demoiselle. Oh, là, gentiment sa voile. Et vous avez, je crois qu'on va la voir juste après, là. Alors, bah, écoutez, je vous montre la vidéo et on la dissèque après, d'accord. Et là, vous vous rendez compte que tout d'un coup, vous avez... Pardon. Vous vous rendez compte ici que tout d'un coup, vous avez ici une manche à air qui est quasiment morte. C'est passé, c'est fini. On est passé du calme absolu à la guerre absolue et on repasse tout d'un coup au calme absolu, d'accord. Donc ça, ce sont clairement des situations qui sont des situations de printemps. Ça peut arriver en été, mais c'est clairement une situation de printemps ou début de printemps où l'air est encore vachement frais, mais le soleil commence à taper et il tape sur du rocher. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont il faut absolument se méfier. Dès que vous sentez que le premier élément que vous devez identifier, c'est que j'ai froid, il fait frais. Le deuxième, c'est il y a du soleil et tout d'un coup, on n'entend plus rien. La masse d'air bouge à zéro. Quand il n'y a plus rien,
ça doit allumer une lumière rouge chez vous en disant voilà, je ne me mets pas dans la sellette et si je suis dedans que ça part, je m'allonge dans la. Voilà, je fais au mieux, mais voilà, il ne faut pas partir dans le ciel avec le parapente, sinon ça part à la catastrophe. Voilà, donc ça c'était, je pense, les deux pièges, en tout cas le piège aérologique dont on entend pas mal parler et qu'on peut avoir chez nous, à savoir le Dust Devil et le thermique sous le vent. C'est les deux choses, moi, qui me font, à part le fait de se faire reculer, mais c'est les deux choses qui me font le plus peur. Voilà. Alors, concernant l'aérologie, j'en ai terminé.